Jojo. Cet hiver-là, ne sachant plus à quel sein me vouer, j'eus l'idée de me mettre à faire le ramasseur de chiens. Non dans le but de servir la commune en les envoyant à la fourrière, mais pour mon propre compte, afin d'obtenir un pourboire chaque fois que je ramènerais un chien que j'aurais enlevé. Je choisissais un quartier élégant pour y déambuler à l'heure où les domestiques promènent les chiens, et je portais dans ma poche un lasso avec un nœud coulant. Dès que je voyais sortir une servante d'une maison, je la suivais à distance. On sait que les bonnes n'ont guère de distraction et qu'elles profitent de la moindre sortie pour rencontrer quelques compagnes quand ce n'est leur bonne amie. Lorsque la bonne, donc, laissait le chien en liberté et celui-ci trottait en avant, le nez à terre, levant la patte à chaque coin. Dès que je voyais la servante occupée ailleurs, je m'approchais de l'animal, lui jetais le lasso autour du cou et d'étaler. Le difficile était d'arriver à Tormaranzio où je logeais, mais un peu à pied, un peu grâce à certains chauffeurs de taxi qui habitaient de ces côtés, j'atteignais la Garbatella. Là, la camionnette me conduisait chez moi. Chez moi, laissez-moi rire. Disons plutôt que j'arrivais jusqu'à ce coin de pièce et cette couchette que me louait Bonifaci, un ouvrier de mes amis, dans une masure de Tormaranzio. Lui dormait avec sa femme et ses 3 filles dans la même pièce. La nuit, on étendait par terre tous les matelas, et si l'un de nous voulait sortir, il fallait que quelqu'un se lève et roule son matelas afin de laisser la place. Je mettais le chien en dépôt chez Bonifaci, qui connaissait mon trafic, et le jour suivant, je me rendais dans la maison d'où j'avais vu sortir la servante. Au concierge, je racontais que j'avais trouvé un chien comme ceci, comme cela. Un instant après, on m'appelait, me faisait rentrer dans une antichambre tout en marbre et glace, et la famille, de gratitude, se jetait presque à mon cou. Le lendemain matin, je ramenai le chien, touchai une récompense, et il ne me restait plus qu'à recommencer ailleurs. Un jour, toujours avec mon système de cordelettes, j'attrapai un chien bizarre, comme je n'en avais jamais vu. On eût dit un petit lion, avec sa grosse tête ronde tout en fourrure, son corps à poils drus et courts, son museau aplati et sa langue d'un noir violet. C'était une bonne bête, un peu folle, triste même, et comme mélancolique, qui me suivait la tête basse, comme si elle savait déjà ce qui l'attendait. Il pleuvait ce jour-là, et je n'avais sur le dos qu'une mince veste déchirée avec un tricot par-dessous et des souliers percés. Et j'étais si trempé que dans la camionnette, je claquais des dents et sentais qu'en bougeant mes doigts de pied, j'expulsais l'eau de mes chaussettes et de mes semelles. À Tormaranzio, qui est au fond de la vallée, la pluie, comme d'habitude, avait envahi les maisons, et au lieu de trouver de la chaleur dans cette chambre des Bonifaci, j'y trouvais de l'eau, une femme qui hurlait de détresse, des enfants pleurnichards, et Bonifaci qui cherchait à jeter des passerelles sur le sol inondé. J'allais me coucher sans manger. La nuit, je pris la fièvre, et le jour suivant, je restai au lit. Pendant une semaine entière, cette fièvre ne me quitta pas. J'étais dans un angle de la pièce, sur mon grabat, mes 4 pauvres hardes pendant au-dessus de moi, à 2 cordes tendues d'un mur à l'autre. Et du fond de ma fièvre, je regardais cette chambre avec tous ses matelas roulés dans ses coins, et ses autres cordes s'entrecroisant avec d'autres haillons pendants, et à terre je ne sais quoi de visqueux, avec çà et là des taches noires mouvantes, des cafards qui, à chaque pluie, sortent des briques de ces murs pourris. Une demi-obscurité régnait à cause de la pluie, et parce que 2 vitres sur 3 avaient des cartons en guise de vitres. La femme de Bonifaci faisait la cuisine dans la pièce à côté. J'étais donc toujours seul, et cela m'était égal, car lorsque je suis malade, je n'ai pas envie de parler. Je pense à trop de choses et préfère me taire. Le chien, lui, se tenait bien tranquille, et, pour qu'il n'attrape pas froid, je lui avais fait avec des copeaux et des chiffons une sorte de niche sous mon lit. De temps à autre, j'allongeais la main et lui caressais la tête.
J'avais une fièvre violente, je brûlais et cependant je ne pensais qu'à mon chien. Plusieurs fois je donnais quelques sous à la femme de Boniface pour qu'elle lui achète de quoi manger, non parce que je pensais à mon pourboire, mais parce que j'aime les bêtes et ne veux pas les faire souffrir. Le 7e jour, le délire me prit. J'avais l'idée fixe qu'on voulait m'arracher ce chien, et je demandai à Boniface de le mettre sur mon lit. Il me le donna, et je me mis à embrasser la petite bête, en plongeant mon visage dans son pelage si chaud. Je m'endormis en l'embrassant, et le chien ne bougea pas. Pendant la nuit, peut-être à cause de la fourrure du chien, je transpirais tant que ma pauvre couverture était à tordre. Et puis je me sentis dégagé, et le matin ma fièvre était tout à fait tombée. Toute la nuit, le chien n'avait pas fait un mouvement, et chaque fois que je me réveillais, je sentais son souffle sur mon visage. Un souffle un peu court, peut-être parce que je le serrais trop fort. Par prudence, je me soignai encore quelques jours. Pendant ce temps, le soleil était revenu, et j'allais me promener autour des maisons de Tormaranzio, tirant mon chien derrière moi avec la cordelette. Un peu plus loin que chez nous, il y a des baraques pires que les maisons de Tormaranzio, et c'est dire ce qu'elles peuvent être. Planches et bidons d'essence, toits de tôle ondulés, et de sureaux tout autour, et des portes si basses qu'il faut se baisser pour y entrer. Dans une de ces baraques vivait un Chinois, de ceux qui vendent des cravates. Il était tombé là quelques années auparavant, y était resté et vivait avec une femme qu'on appelait l'Andouille, et qui faisait le métier que vous devinez. C'était une femme maigre et blanche, avec un long visage, des sourcils qui n'en finissaient plus, et des yeux noirs. Ses cheveux étaient noirs et épais, doux comme la soie, et quand elle se mettait un peu de rouge, elle était presque belle. Le Chinois était un Chinois. De dos, il pouvait être pris pour un Italien, petit et trapu qu'il était, mais lorsqu'il se retournait, on voyait tout de suite qu'il était Chinois. J'allais donc me promener avec le chien devant la baraque du Chinois, et je les vis sortir tous les deux. Elle avec un seau plein d'eau qu'elle me jeta presque dans les jambes, et le Chinois avec une casserole à la main. Il passait son temps à faire la cuisine. Il s'approcha de moi et me dit en bon italien: «Voilà un chien de mon pays, c'est un chow-chow.» Et il m'expliqua qu'en Chine, ces chiens sont aussi communs que les barbets chez nous. Il me proposa, si je voulais, de garder ce chien qui lui rappelait son pays et dont il prendrait grand soin. Seulement, il n'avait rien à me donner à la place, rien que 2 cravates de soie naturelle. Je refusai. Ces cravates, je m'en moquais. Ce que je voulais, c'était ma récompense. L'Andouille, son seau au bout du bras, me cria: «Eh bien, Luigi, tu nous le donnes, ce chien?» Et provocante, rieuse, elle sautait d'une flaque à l'autre en montrant ses longues jambes blanches et maigres. J'étais encore malade. Je ne pus cependant m'empêcher de sentir monter en moi le désir de cette femme si maigre et pâle, avec ses grands sourcils noirs. Mais je ne dis rien et revins chez Boniface. Le jour suivant, je me rendis à Rome, dans la maison d'où j'avais vu sortir la domestique avec le chien. Mais je jouais de malheur. C'étaient des Américains, me dit la concierge. Ils sont partis hier. Ils en ont fait des histoires pour ce cabot. Mais comme leur départ était fixé, il a bien fallu qu'ils s'en aillent. Et me voilà avec sur les bras un chien de race dont je ne savais que faire. Tout d'abord, je pensais à le vendre, mais personne n'en voudrait. Après un coup d'œil jeté sur mes haillons, on me disait que c'était un chien volé, ce qui était vrai. Par ailleurs, je ne voulais pas le porter à la fourrière. Il l'aurait fait mourir, la pauvre bête. Et moi, je ne pouvais oublier cette nuit où la chaleur de son pelage m'avait guéri, et où, pour ne pas me gêner, il n'avait pas fait un mouvement. En attendant, il me coûtait cher, parce qu'il mangeait beaucoup. Un après-midi, au lieu d'aller en ville, je sortis de Tormaranzio qui, de Bourbier, s'était changé sous le soleil en une fosse de poussière, et je me mis à grimper sur les collines environnantes. Le printemps était arrivé, sans un nuage au ciel, avec du soleil et un air si doux, et Tormaranzio, vu d'en haut avec toutes ses maisonnettes longues et basses,
glace à toit rouge ressemblait moins à un bagne que d'habitude. La colline était couverte d'une herbe tendre, si fraîche que c'était plaisir de la regarder, et çà et là, les marguerites qui formaient des tapis serrés en cachant l'herbe semblaient des plaques de neige. Je flânais d'une colline à l'autre, sifflotant, les mains dans les poches. La maladie m'avait fait du bien, et en regardant l'horizon plein de soleil et ses grands papillons blancs qui, deux à deux, semblaient voler à sa rencontre, je me sentais je ne sais quel espoir au cœur. Le chien, chose curieuse, était devenu presque vif. Il trottait devant moi, puis revenait en aboyant. Tout cela gauchement et pesamment, en animal triste qu'il était. Je descendis enfin au fond de la vallée et longeai un ruisseau qui coulait entre deux collines. Puis j'entendis le chien aboyer, lever les yeux et vit l'andouille, en promenade, elle aussi, toute seule, les cheveux épars sur les épaules, un brin d'herbe entre les dents et les mains dans les poches de son tablier de coutil. Elle s'arrêta, se pencha pour flatter le chien et me dit en riant « Alors, tu me la donnes, cette bête ?» Et avant même de réfléchir, je répondis « Je veux bien, mais à une condition. » En conclusion, nous fîmes l'amour à même le sol, entre les deux collines, au bord du ruisseau. Le chau-chau lapait l'eau du courant avec sa langue violette, puis il s'assit sur l'herbe, à quelques pas de nous, nous regardant d'une façon presque gênante. Et ce que je fis, ce fut non seulement parce que cette femme me plaisait, mais aussi parce que je voulais bien consentir à céder ce chien pour le prix d'un peu d'amour. Je m'étais attaché à lui, et il me semblait qu'il était ainsi payé à sa juste valeur. Quand nous nous relevâmes, l'andouille prit la laisse en me disant « Il va être content, le Chinois, ça lui rappellera son pays. » Et je la regardais s'éloigner avec le chau-chau. Elle me plaisait encore. Ensuite, je m'allongeai par terre et dormis au moins 2 heures. Le lendemain matin, j'allai en ville et y passai la nuit avec un basset que j'avais enlevé du côté de la place de Santiago du Chili. Je dormis dans un asile de nuit et revins enfin à Dormarancio. Plus tard, dans l'après-midi, j'allais me promener avec le basset et je ne sais comment, je me retrouvai devant la maison du Chinois. L'andouille était absente, elle devait être à Rome, mais je le vis sortir, lui, avec un seau d'immondice qu'il alla jeter derrière la baraque. Je ne sais pourquoi, j'aurais voulu qu'il me remerciât pour le chien, et je lui en demandai des nouvelles. Il sourit et me fit un geste que je ne compris pas, puis il rentra. Le basset fouillait dans les détritus. Je m'approchai et je vis alors, parmi les trognons et les papiers gras, la petite patte du chau-chau, souillée de sang, mais avec tout son poil. Plus tard, j'appris que, dans ce pays-là, ils mangent les chiens, et qu'ils le font tous, et qu'ils n'y voient rien de mal. Mais sur le moment, le sang me monta à la tête. J'entrai dans la baraque où, tournant le dos, il était occupé à son fourneau. Il se retourna en souriant, un plat à la main qui contenait une viande noirâtre nageant dans un brouet. Je devinai que c'était la viande de mon chien et qu'il m'en offrait. D'un coup de poing, je lui fis sauter le plat à la figure en hurlant « Assassin, qu'as-tu fait à cette bête ?» Mais je vis tout de suite qu'il ne comprenait rien à ma colère. Il s'élança hors de la baraque et prit en courant le chemin de Dormarancio. Je ramassai une pierre et la lui lançai, puis le rejoignis à la course et le pris par le cou. Des gens sortaient de chez eux pour voir. Lui me regardait avec sa figure stupide, toute barbouillée de jus de viande, et répétant « Tenez-le, il est fou !» Et moi, je le secouais en le tenant par le cou et je criais à m'en casser la voix « Qu'as-tu fait du chien, assassin? Que lui as-tu fait ?» On finit par nous séparer et Boniface, avec d'autres, me fit remonter sur la camionnette qui allait à Rome. Le jour même, je rapportai le basset à ses propriétaires qui me donnèrent une récompense, mais je ne retournai pas à Dormarancio. Je ne possédais rien et n'avais rien laissé derrière moi. Je devais seulement un mois à Boniface. Cette histoire du chau-chau m'avait dégoûté du métier et je décidai d'en changer. Je me fis vendeur ambulant, parcourant les rues avec une petite
charrette pleine de toutes sortes de choses, olives douces, graines de courge, châtaignes et figues sèches, noisettes salées et noix. Tout le jour, je remplissais des cornets vers le pont Neuf à l'entrée du tunnel du Janicule, et je gagnais à peu près de quoi vivre. À cette époque-là, j'étais triste et la vie ne me disait plus rien. À cause du chaud peut-être. Je n'aperçus l'andouille qu'une seule fois, de loin, mais n'allais pas lui parler. Si j'avais appris qu'elle aussi avait